Bienvenue pour ce conseil municipal du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances toutes et tous. Et nous allons avoir un conseil municipal assez riche aujourd'hui avec 13 délibérations. Je souhaitais la bienvenue à Simon Buffy qui est présent dans le public et qui est notre service civique, qui est venu renforcer au niveau de l'école, vous savez, les différents projets autour de l'école et autour aussi du territoire de la commune. Vous aurez l'occasion de le rencontrer dans le village lors de différents événements. Je vais nommer une secrétaire de séance. Béatrice, est-ce que tu souhaiterais... Voilà. Allez, secrétaire de séance. Je vais vous énumérer les pouvoirs. Donc, Marielle Martin m'a donné son pouvoir et Madame Hénard a donné son pouvoir à Monsieur Léjon. N'oubliez pas de signer votre feuille d'émargement qui est en train de tourner dans la salle. Nous allons commencer par voter le compte rendu de la précédente séance. Qui est contre, qui s'abstient. Vous abstenez ou vous êtes contre, Monsieur Venat? Vous abstenez. Monsieur Venat s'abstient. Nous allons passer à la première délibération. Je suis le rapporteur. Donc, c'est une délibération budgétaire. Comme chaque année, on a des ventilations comptables à faire d'un compte à un autre pour pouvoir continuer le fonctionnement de la collectivité. Bien sûr, cela n'engendre pas le budget de la commune, c'est juste des opérations qui passent d'un chapitre à un autre. Donc vous avez tous eu cette délibération. Je ne vais pas vous énumérer, bien sûr, toutes les opérations. Au total, on a ventilé 114 850 €, que ce soit en dépenses et en recettes. Ça n'augmente pas le budget, ça n'augmente pas les dépenses, mais ça nous permet, pour certains chapitres, de payer les encours. Voilà, tout simplement. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, la 623, il y a marqué alimentation, c'est quoi qui est compris là-dedans? La 623, alimentation. Alors attendez, je vais chercher mes notes parce que je n'ai pas tout de tête. Hein. Oui. Donc c'est une dépense. Oui. Donc environ 2000 € de facture 2023 qui ont été encaissées sur 2024. C'est des dépenses de 2023. Qui ont été encaissés par nos et payés par la collectivité en 2024. Ensuite, j'en ai d'autres. J'ai la 60, toujours l'appareil, 60 628. Oui. Autre fourniture non stockée. Alors là, c'est pareil, c'est 4 000 € d'augmentation de crédit. Oui, parce que c'est des imprévus dans certaines dépenses. On avait prévu au budget 6 000 € et au total, on a eu 11 583 € de dépenses. Et là, celui qui est en dessous, c'est aussi, c'est monsieur le maire. Oui, non, mais allez-y. Hein, c'est pour que moi je comprenne, surtout si tout à fait. Si certaines personnes le comprennent aussi. La 632, donc fourniture petit équipement, donc 4 000. Ben, pareil. On avait prévu, alors vous savez, quand on commence une année comptable, on budgétise par chapitre comptable des dépenses et au courant de l'année, on a des surprises positives ou négatives parce que, comme je vous ai dit que c'était équilibré, il y a eu des dépenses de certains côtés, mais on a eu aussi des recettes plus importantes de l'autre côté. Donc là, c'est équilibre, c'est pour pouvoir continuer à payer les encours sur les comptes. Donc, si on va au total de la D11, par exemple, donc les charges de caractère général, oui. 65 400 €, et on arrive à un total, donc l'augmentation des crédits, 159 800, donc ça représente pratiquement 80%. Alors, ce n'est pas des augmentations, cette somme-là était déjà dans le budget. C'est pas qu'on a augmenté le budget et les dépenses, c'est qu'on a ventilé les dépenses parce qu'il y a des chapitres comptables
qu'on avait peut-être sous-estimé les dépenses, parce qu'on a eu des surprises. On peut parler au niveau de l'électricité, on peut parler au niveau des assurances. Et de l'autre côté, les sommes que nous n'avons pas utilisées dans les chapitres et qu'on sait qu'on ne va pas les utiliser d'ici la fin de l'année, nous permettent de venir équilibrer le budget. En aucun cas, on augmente les dépenses de la commune, ni les recettes. C'est des ventilations internes. Vous avez compris, M. Benin? Oui, je vois. Vous aviez d'autres questions ou pas? Non. On va passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Monsieur Benin, Madame Anser, qui s'abstient? Nous allons passer à la délibération suivante. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a 2 délibérations où c'est les mêmes opérations. C'est des remboursements suite à de location du matériel que les gens n'ont pas eu besoin. Donc, on a au moment de la location encaissé un chèque de caution pour le matériel et encaissé aussi le montant des dépenses pour des tables, des chaises. Et pour X ou Y raison, ces personnes-là n'ont pas eu besoin du matériel. Donc, on est bien gentil, on les rembourse parce qu'ils ne les ont pas utilisés. Donc voilà, il y a 2 délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 2 délibérations? Il n'y en a pas? Donc on va passer au vote à la délibération de remboursement, location, matériel, M. Arnoux et Mme Gaudry. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et la délibération suivante, pareil, c'est remboursement, location de matériel, Mme Saez. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la délibération suivante. La délibération suivante, c'est convention de refacturation dans le cadre de l'abonnement LexisNexis, excusez-moi, pour l'année 2024. C'est un support LexisNexis, c'est un support où il y a un support de droit, hein, c'est ça, Madame Moukine, hein, voilà, une plateforme que nous avons adhéré avec l'intercommunalité. Et ça nous permet d'avoir des prix plus intéressants. Et bien sûr, on se partage les dépenses de ceci. Donc, c'est un montant au total de 4 923 € à la charge de la commune. Au total, la dépense est de 19 000 € pour l'interco. Hein, et la commune prend son quote-part, c'est-à-dire 4 923 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Donat. Madame Ranser, vous aviez levé le doigt avant. Oui. Juste pour comprendre, normalement, les licences un peu comme ça de logiciels, c'est au nombre d'utilisateurs. Ça veut dire que Caderousse a le même nombre d'utilisateurs que Orange, par exemple, qui est conséquent, qui est une ville plus conséquente avec plus de personnel peut-être qui utilise ce logiciel. Je veux dire, enfin, la répartition, elle a été faite le même prix pour chaque commune, alors que Orange est beaucoup plus proportionné. Donc pourquoi Orange ne paye pas une plus grosse part? Ou est-ce que c'est vraiment qu'on a un utilisateur par commune? Non, on a fait en 5e, parce qu'en réalité c'est même un 6e, parce qu'il y a l'interco et les communes. Donc voilà, on a partagé, parce que si on doit compter le nombre de personnes, ça fait partie des bonnes relations qu'on a. On le fait sur d'autres points aussi. Tout à fait, mais chaque commune n'a pas le même budget. Oui. Orange a bien un budget plus conséquent, donc c'était... Non, mais vous avez raison, je me suis posé la question avant d'accepter ceci. Mais je pense qu'aujourd'hui, on utilise aussi le service juridique de l'Interco comme support aussi pour nous. Donc, on a besoin d'eux, pas que par rapport à cette plateforme, mais pour d'autres choses. Et on ne paye pas leur intervention, ça rentre dans nos bonnes relations. Donc, voilà. D'accord. J'ai répondu à votre question. Très bien, merci. Monsieur Benin. Alors, au 5e, maintenant, je dirais plutôt que vous avez divisé par 4. Les 19 000 €. Oui, mais je crois qu'il y a une commune. Je crois qu'il y a une commune qui n'est pas concernée, mais j'ai plus de tête la commune. Vous avez 2 communes qui ne sont pas concernées, c'est Courthézon et Jonquière. Ah ben voilà. Par contre, le figure dans la POP, ces communes-là. Donc ça veut dire que nous, Caderousse, on paie 4 900 plus une partie dans la POP. Donc c'est plus 4 900, quoi. Ben oui. Donc, comme le disait Nathalie, si ça avait été fait au nombre pro rata des communes, je veux dire, on n'en serait pas là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais... non, mais je rejoins...
je rejoins ce que vous dites. Pourquoi à côté de ça, on bénéficie d'un outil que seul on n'aurait pas les moyens de se le payer. Hein, parce que c'est quelque chose. L'outil. Comment? Vous le payez 1 fois et demi l'outil. Non, je ne le paye pas. Ben, si vous le payez dans la commune à 100%, sur l'acte de répartition, plus on va dire 12-15% sur la POP. Non, monsieur. Ben si, la POP, c'est 4 900 €, cadeau, c'est 4 900 €. La POP, vous le divisez donc, par 4, alors qu'ils sont 6. Et donc, 6, il y a déjà deux communes qui, eux, au départ, n'en ont pas voulu, je présume. Hein. Non, c'est qu'ils ont d'autres. Ils ont d'autres. Oui, ils ont d'autres logiciels. Oui, mais par contre, ils prennent le logiciel de la POP. Non. C'est les agents de la POP qui l'utilisent. Non, c'est les agents, monsieur. Les communes qui n'ont point adhéré à ceci, c'est parce qu'eux sont déjà engagés. C'est la première année que nous faisons ça. Ils sont déjà engagés par ailleurs et ils ne peuvent pas nous rejoindre. Donc voilà, donc non. Oui, mais ça n'enlève pas tout ça qu'on paye plus, puisqu'on paye pratiquement, je ne dirais pas vraiment, mais 1 fois et demi, c'est pas normal. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benat. Qui s'abstient? Nous allons passer à la délibération suivante. Je laisse la parole à Madame Aubertin. Donc c'est l'attribution de chèques cadeaux aux agents. Et selon la loi du 19 février 2007 relative à l'action sociale au bénéfice des agents, nous avons décidé de leur attribuer des chèques cadeaux d'une valeur de 100 € au moment de Noël. Les conditions pour l'attribution de ces chèques cadeaux, donc il faut être un agent de la commune depuis 6 mois, titulaire ou contractuel, et avoir un temps de travail de plus de 17h30, donc un mi-temps. Voilà, ces chèques ils seront distribués au mois de décembre et on prend les 6 mois sur l'année effective de travail. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante. C'est... Ah oui, c'est toi, Christelle. C'est la convention de prestation avec le centre de gestion. Nous avons déjà délibéré et là c'est une nouvelle délibération qui remet à niveau les alinéas juridiques pour qu'on soit dans les clous. Donc cette convention est conclue pour une durée d'1 an. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est moi le rapporteur. Contrat d'assistance à maître d'ouvrage pour le projet de création d'une maison médicale pluriprofessionnelle. Comme vous le savez, au précédent conseil municipal, nous avions adhéré à une SPL, territoire de Vaucluse. La commune souhaite créer une maison de santé pluriprofessionnelle dans des locaux à acquérir pour réhabiliter ou construire cette maison ou réhabiliter des locaux municipaux afin d'accueillir des professionnels de santé déjà implantés, à savoir des médecins, des pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathes et attirer de nouveaux professionnels de santé. Pour répondre aux attentes de la population et anticiper les futurs départs à la retraite de nos médecins généralistes, la commune désire étudier rapidement la faisabilité de ce projet afin de concrétiser à l'horizon 2027, année d'ouverture souhaitée. La SPL, territoire de Vaucluse, propose pour répondre à cette demande une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'accompagner la collectivité dans la définition et la programmation de son projet de maison de santé pluriprofessionnelle. La mission de la SPL comprendra recherche d'opportunités foncières avec un cadrage financier et réglementaire, secteur inondable ou pas bien sûr, rencontre avec les élus et les professionnels de santé pour connaître leurs besoins et aspirations, étude de faisabilité, programmation avec diagnostic, proposition de scénario, estimation du coût des travaux et planning de l'opération jusqu'à la livraison de la maison de santé.
Identification des subventions mobilisables en lien avec Vaucluse Ingénierie pour évaluer au mieux le reste à charge pour la commune. La durée de cette mission est de 6 mois et elle court jusqu'au 27 décembre 2024 pour un montant financier de 7 500 €. Y a-t-il des questions? Madame Ranseur, vous aviez levé le doigt. Madame Ranseur est plus rapide que vous. Elle a levé le doigt avant vous. Et puis d'un côté, on va être quand même galant et laisser Madame Ranseur poser sa question. En fait, j'en ai 3. Oui. Voilà. C'est pas tant soit peu là pour l'étude, mais est-ce que vous avez déjà identifié des sites sur la commune par rapport à l'implantation? Combien de professionnels vous avez prévu d'avoir dans cette maison médicale? Et est-ce que vous avez déjà vraiment des pistes pour les professionnels qui veulent s'implanter? Parce qu'aujourd'hui, vous avez marqué la pharmacie, etc., mais ils ont rénové leurs locaux, donc ça m'étonnerait qu'ils déménagent. Les ostéopathes, par exemple, ils sont propriétaires de leurs locaux, donc je ne suis pas sûre qu'ils déménagent non plus. Il n'y a peut-être pas forcément... Donc voilà, est-ce que vous avez démarché d'autres professionnels qui souhaiteraient s'installer sur la commune? Donc je suis vos 3 questions. La première question, est-ce qu'on a vu sur le territoire où on pourrait faire ceci? Je vous dis, on est en cours, c'est une opération qui est en cours. On a fait des courriers à différents propriétaires de terrain intramuros, intraligue, parce que vous avez les difficultés qu'on rencontre à l'extérieur. Hein. Donc on a déjà eu certaines réponses, pour le moment négatives. Hein, donc pour le moment, ces gens-là ne sont pas vendeurs. Nous avons un terrain à l'extérieur qui est l'OAP 5, qui est le parking stabilisé du stade, mais cette OAP pour le moment ne peut pas être mise en place parce qu'il y a toujours une partie qui est dans le PPRI de l'Aigle et qui bloque toute construction. L'ancien stade, oui. L'ancien stade, oui. De plus, c'est à l'extérieur du village et ce n'est pas vraiment notre souhait pour ceci. Ça, c'était votre première question. La deuxième, les soignants, les professionnels. Depuis notre arrivée, hormis la période délicate, on avait eu au minimum une réunion par an avec les soignants. Cette année, on en a fait 2. La dernière, c'était hier soir, où on travaille avec tous les soignants. Ils sont tous présents, ceux qui peuvent selon leur planning, et ils sont tous partants pour avancer avec nous. Alors, quand je dis aujourd'hui, ils sont tous partants pour avancer avec nous sur l'étude du projet. Donc aujourd'hui, on leur a demandé à chacun et à chacune de nous faire un état des besoins. Superficie, comment ils verraient ceci. Et donc, c'est la SPL qui avance sur ce dossier-là. Aujourd'hui, grosso modo, on aurait besoin d'environ 500 mètres carrés au sol pour une maison de santé environ. Avec combien de soignants? Alors, j'y arrive maintenant. Ça, c'était votre deuxième question. La troisième réponse. Aujourd'hui, dans ces environ 500 mètres carrés, mais c'est une étude. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Nous avons prévu nos kinés, notre ostéopathe, une orthophoniste, les infirmières, des bureaux prévus pour accueillir des médecins qui peuvent venir une fois de temps en temps venant de l'hôpital, parce que ça se fait. Un lieu commun où, bien sûr, ils peuvent partager leur expérience professionnelle. Et 3 cabinets pour des médecins. Voilà. D'une manière ou d'une autre, sur des projets comme ceci, il faut être ambitieux. Parce que si on ne l'est pas, on est concurrencé par toutes les communes autour de nous. Tout le monde recherche des médecins. Il est vrai que si on ne fait rien, on n'aura pas de médecins. Si on fait, on n'est pas sûr d'avoir de médecins. Ça, d'une manière ou d'une autre, le risque... Et ça peut demander combien de temps, ça? La construction ou l'arrivée de médecins? Jusqu'à 2027. Ah, 2027. Mais pourquoi 2027? Parce qu'il y a 1 an d'études, dépôt des permis, et 1 an de construction. Donc, on a fait un rétro-planning à 2027 parce que ça tomberait dans le calendrier aussi du départ de nos médecins, mais entre-temps, il va falloir faire le job. Excusez-moi l'expression, c'est aller chercher des médecins. On a commencé, on a candidaté auprès du département depuis 2022
pour un médecin salarié par le département. Pour le moment, il n'est pas là, mais on a candidaté. Nous avons des contacts avec une personne qui est, entre guillemets, chercheuse de tête pour les jeunes qui sont encore en études. Nous avons bien sûr les soignants du village qui, eux, de leur côté aussi, par leur réseau, parlent de la commune. On a des jeunes étudiants qui sont en études. Nous avons Jean-Michel Dimiglio qui reçoit depuis 2 ans des stagiaires. On les a tous rencontrés. Voilà. Mais par contre, si vous avez des idées pour nous aider à trouver des médecins, pour la commune, on est partant. Donc cette maison médicalisée, aujourd'hui, il faut absolument la faire. Alors, quand je dis il faut absolument la faire, pour recevoir des médecins, vous savez, avec les concurrences avec les autres communes, il faut absolument qu'il y ait un outil. Et aujourd'hui, les médecins, cette génération-là, travaillent avec différents corps de métier. Ils ne travaillent plus seuls comme avant, et vous le savez, comment ça se passe ailleurs. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On n'est pas au début, parce que nos soignants adhèrent à ce projet, mais on est en phase d'études, et après, on va sûrement chercher un architecte aussi, commencer à mettre des coûts, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de superficie, et il y en a qui sont dans le bâtiment, ils savent bien ce que c'est, combien ça coûte. Ça a un coût, il y a le coût, et il y a aussi les recettes. Les recettes, c'est les subventions. Donc dans ce projet-là aussi, il y a aussi notre maison de retraite. Monsieur le directeur, monsieur Plantevin, est là à chaque réunion avec sa cadre de santé, parce que c'est vraiment un besoin pour tout le monde, que ce soit la maison de retraite ou tous les habitants de Caderousse. Par rapport à ceci, aujourd'hui on est en phase d'études, combien il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut et combien il nous faut, et bien sûr, une fois qu'on aura cette colonne vertébrale d'études, on ira voir le coût, et par rapport à ceci, ça nous permettra d'avoir des dossiers pour aller chercher des subventions et des recettes, parce que sur un lieu comme ça, qui sera un lieu porté par la commune, le public, il nous faut des subventions, et il faudra aussi des recettes à côté. Alors des recettes, il y a des soignants qui peut-être vont investir en achetant une partie de leur cabinet, ou alors ils seront locataires. Après, il y a ces subventions. Après, si on a une entrée exceptionnelle d'argent pour la commune, eh bien, tant mieux. Mais on va se battre sur tous les terrains. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Monsieur Benat, vous aviez une question? Le kiné, il en fera partie dans votre... Alors, ils font partie des études. Aujourd'hui, personne n'a signé et personne ne veut signer parce qu'on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, hier soir, il y avait nos 2 kinés, il y avait l'ostéopathe, il y avait les infirmières, mais aujourd'hui, il n'y a aucun engagement. Il y a la volonté de travailler ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, personne ne peut apposer une signature sur quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, vous mettez là sur le... Donc là, je vous remarquez, mardi 25 juin 2024, c'est quand vous avez eu la réunion, quand le document a été fait, non? Est-ce que ça démarre à partir avec le cabinet? Oui. Et ça ne démarre pas à partir de la délibération d'aujourd'hui? Si, c'est que... Madame Louquin. Pour pouvoir préparer le conseil municipal de ce jour, ils nous ont envoyé ce document qui est réactualisé à l'issue. Voilà, donc vous ne tenez pas compte de la date, ça partira à partir d'aujourd'hui, d'accord. C'est la délibération qui fait foi. D'accord. Parce que c'est là où on prend vraiment l'engagement. Aujourd'hui, on a fait un travail à côté, on a travaillé à côté, mais c'est au moment de l'engagement. Alors, je crois que donc, ce cabinet dont vous appuyez, là, c'est le MSP. Donc je pense qu'on avait fait une délibération là-dessus il y a quelques années, c'est ça? Oui, le 19 juin. Il me semble que c'était un cabinet qui se chargeait de trouver, qui avait tout. Ils ont une boîte à outils, excusez-moi. Ils ont une boîte à outils où on travaille, que ce soit sur la partie technique que la partie financière, oui. Et que fait Édifice là-dedans alors? C'est un maître d'ouvrage privé. Ils prennent aussi d'autres cabinets pour les aider? Ils font partie du groupement de la SPL. D'accord. Parce que là, ils parlent de... Et puis en plus, à la page 7, l'article 9,
Donc ils mentionnent aussi citatif. Ça fait partie aussi de leur... Alors, la SPL, rappelez-vous, on a voté pour intégrer la SPL et rentrer dans le capital. Ça nous permet de pouvoir utiliser leurs connaissances, ce qu'on a commencé déjà, c'est-à-dire tout ce travail que nous sommes en train de faire, ça nous permet d'avoir des techniciens et des professionnels pour nous aider à monter les dossiers. Au-delà de ceci, aujourd'hui, on part sur une AMO, et là, on relance vraiment le dossier. Mais attention, c'est pas parce que ces gens-là sont dans la SPL, et c'est pas notre volonté de faire entrer des fonds privés de ce style-là sur ceci, parce que le porteur du projet, ça sera la commune. D'accord. Et je vois aussi, donc à la page 6 sur 10, donc sur le tableau que vous avez, l'article 4, en bas, donc il y aura un comité de pilotage convoqué par les élus et professionnels de la santé. Ça veut dire quoi ça? C'est un peu ce qu'on a fait déjà hier, hein. On a commencé le comité de pilotage, c'est un conseil municipal, mais qui travaille tous dans le même sens pour avancer sur un dossier, et le dossier c'est projet de maison pluridisciplinaire sur Caderousse. Et des élus qui s'y ont fait partie? Comment? Les élus qui ont des délégations. Donc à cette réunion participe Madame Aubertin qui a une délégation santé. Nous avons Madame Rieux qui participe parce qu'elle est au niveau social. Et Monsieur Espinoza qui va intégrer par rapport aux travaux. D'accord. C'est bon, merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat, Madame Dallozier. On va passer à la délibération suivante. C'est toi, c'est la délibération 8. C'est la modification du règlement de fonctionnement et du projet social et développement durable de la crèche. Donc, nous reventons aujourd'hui ce règlement. Ce qui change par rapport à celui de l'année dernière, c'est les dispositions relatives au référent accueil inclusif dont nous avons voté déjà précédemment sa venue. C'est une obligation légale aujourd'hui qu'il y ait une infirmière qui vienne à hauteur de 20 heures par an minimum à la crèche, donc ça a été intégré dans le règlement. L'instauration d'une badgeuse pour les familles. Aujourd'hui, les familles badge quand elles arrivent et quand elles partent. Ça facilite, tout est informatisé en termes de facturation. L'intégration d'évolution du fonctionnement de la facturation, ça c'est la CAF qui nous a demandé de réajuster au quart d'heure pour la facturation des familles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. C'est encore toi? Ah oui, c'est encore toi, Christelle, oui. Et là, nous enchaînons sur la modification du règlement intérieur des services de cantine scolaire et du temps périscolaire. Donc, vous l'avez en pièce jointe. Ce qui change, c'est la facturation. Aujourd'hui, nous facturons à la réservation. Et je crois que c'est à peu près tout. Et on a changé de logiciel, mais ça c'est pas dans le règlement. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste tiqué sur une phrase dans le règlement, alors je ne sais pas s'il a été modifié ou pas. Mais il y a marqué « Si l'enfant est absent de l'école, l'inscription sera remboursée. Si l'enfant quitte l'école en cours de journée, l'inscription reste facturée. » Oui. Dans le sens, si l'enfant quitte l'école en cours de journée, souvent c'est qu'il est malade et c'est à la demande de la maîtresse ou de l'enseignant. Pourquoi ça reste facturé alors qu'il ne sera pas présent à la garderie ou à la cantine? Alors, cette particularité, elle date d'il y a très longtemps. Elle date de l'époque où, quand on commandait les repas, on pouvait commander les repas au cul du camion. C'est-à-dire que quand le camion de livraison arrivait, on disait aujourd'hui il m'en faut 140. Et on était facturé 140. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça parce que nous commandons les repas le mercredi soir. Et donc, les repas qui sont commandés le mercredi soir, nous sont absolument tous facturés. Enfants malades ou pas enfants malades. Donc, cette solution de se partager la charge des enfants absents entre nous, communes, et les familles, ça évite de mettre des jours de carence aux parents en disant 3 jours pas là, tant pis, on rembourse au bout du 4e jour. Voilà, c'est un équilibre des dépenses qui fait que c'est la solution qu'on a trouvée. Y a-t-il d'autres questions? Et le prix, je sais qu'il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, j'avais plus
lorsqu'il était absent ou qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc, selon le quotient familial, le prix changeait. Alors, et en plus, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on prend quand même énormément en charge. Aujourd'hui, on a un tarif de restauration scolaire qui est quand même très peu élevé. Ça va de 70 centimes à 2,90 €. Et là, c'est pas que la garderie, enfin, c'est pas que la cantine, il y a aussi la garderie. il y a aussi la garderie. Voilà. Mais la garderie, c'est 15 jours du coup, parce que c'est annulable la veille à minuit. Est-ce que vous avez d'autres questions? on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vais laisser la parole à Romain. Ça change un peu. Oui. Alors, vous avez l'habitude, c'est une subvention qui revient régulièrement chaque année. On aide un jeune du village, un jeune bouliste qui se surnomme Caroman, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense au fond là-bas, oui. On a déjà aidé son frère, on a déjà aidé d'autres jeunes de Caderousse pour participer au championnat de France minime donc sur les boules. On n'a pas de club sur Caderousse qui accueille ces jeunes, donc on est obligé de faire une subvention à la boule atomique d'Orange, comme on fait chaque année, et on vous propose aujourd'hui de verser 100 € pour venir aider aux frais de déplacement de ce jeune Caderoussien pour participer au championnat de France minime le 12 et 13 juillet dernier. Le 13 et 14. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Deuxième délibération. Là, on vient soutenir l'association Arcade qui porte un projet bicross. Moi, s'il y a des jeunes qui ont fait des bicross avec moi à l'époque, en bas des îlons, on avait une petite piste qu'on a tous connue. Arcade a fait propre, nous a présenté un projet, c'était plus les fins d'année dernière ou début de cette année 2024. Aujourd'hui, ils ont finalisé et la subvention servirait à venir les soutenir sur l'achat de matériel type casque, type genouillère et autres pour pouvoir faire cette activité. Il est proposé de leur attribuer 300 € de subvention exceptionnelle pour l'achat de ce matériel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. C'est encore moi. Allez. Troisième délibération, l'inscription de la base nautique d'aviron de l'île de la Pigoulette au plan départemental des espaces, sites et itinéraires. Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est assez long. Le principe étant de pouvoir inscrire cette base de loisirs pour qu'elle puisse être référencée afin de pouvoir, si l'État le souhaite, pouvoir subventionner certaines dépenses à certains endroits. Et le fait d'être référencé, ça permet de tirer ces subventions, de tracer ces subventions à cette association-là. Je crois que vous avez une question là-dedans. Oui, tout à fait. Je voulais savoir s'il y avait un impact autre pour les promeneurs, les pêcheurs qui sont aussi sur le site ou pas du tout. S'il y a un impact financier pour la commune ou pour les adhérents du club d'aviron. Aujourd'hui, on formalise quelque chose qui existe, mais ça va permettre à l'association d'aviron, comme disait Romain, d'obtenir des milliards. Il n'y a aucun impact. Ah non, non, non. Le lieu restera comme il est. Bon, c'est un lieu qui appartient à la CNR, hein, c'est pas communal, hein, mais il restera comme il est. Plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La prochaine délibération, je suis le rapporteur. C'est la délibération concernant la cession d'un terrain de 500 mètres carrés. En réalité, ce n'est pas un terrain de 500 mètres carrés, c'est un chemin rural qui fait 3 mètres et quelques sur X mètres de profondeur, qui n'est plus utilisé, étant donné que c'est un chemin qui a été utilisé il y a très très longtemps, quand il n'y avait pas encore la route de ce qu'on appelle de la CNR, des 237, des 238. Donc voilà, ce terrain, la commune n'a plus de besoin. De plus, une maison qui est en limite de propriété est en cours de restauration et le propriétaire souhaiterait, c'est lui qui nous a fait une proposition, acquérir cette parcelle pour pouvoir accéder plus facilement à l'arrière de sa maison. Voilà. Donc on a fait une estimation de ceci et l'estimation, la valeur a été faite de 0,81 € le mètre carré. Au total, ça fait une vente de 400 €. Bien sûr, tous les frais sont à la charge de l'acquéreur. Ça ne coûte rien à la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Benard,
Oui. Donc là, je vois sur le plan, la partie en bleu, elle fait donc 500 mètres carrés, et la partie en bleu, c'est le chemin rural. Hein. Oui. Et la voie communale fait 117. Oui. Or, sur l'acte que vous a envoyé, monsieur, la personne qui veut l'acheter, donc lui, il marque environ 500 mètres carrés. Oui. Mais les 112 mètres ils ne sont pas en vente. Ils sont pas en vente. On ne les vend pas, parce que la procédure est différente. Hein, on n'est pas sur il y a le chemin rural, et pour l'autre bien, on ne peut pas le vendre comme ça. Donc aujourd'hui, on ne le vend pas. L'urgence, c'est qu'il puisse bénéficier de la petite partie de terrain, comme vous pouvez voir, la parcelle qui longe son terrain côté nord, pour pouvoir accéder à son habitation. D'accord. Ça reste à la propriété de la commune. Très bien. Merci. Il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Eh bien, on a fini notre conseil municipal. Nous allons... J'ai des questions de M. Benat. Vous les posez, M. Benat, ou je les pose? Oui, je vais poser quand je vais renseigner bien plus. Ah. Merci, c'est déjà parti. De son final. Allez. Alors, la première question, c'est sur l'arrêt de bus qui se trouve sur Saint-Trophime, RD 137. Les parents demandent que les enfants qui prennent le bus et qui attendent au bord de la route soient visibles par les automobilistes et que l'arrêt soit identifié par un marquage au sol. Donc ça veut dire que là, actuellement... Vous avez fini de poser votre question? Au sol, un marquage au sol, et au même titre que celui de la route de Buste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éclairage. Et là, on va de plus en plus vers le jour va mettre de plus tard pour se lever. Donc, et les gens sont au bord de la route, ces bosses, et il y a énormément de voitures qui passent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, là, c'est les arrêts de bus ZOO, c'est la région. On a alerté la région pour qu'ils fassent le tour de nos arrêts, tous les arrêts, parce qu'il y a besoin, comme chaque année, ils avaient fait ça, je crois qu'il y a 2 ans. Ils avaient retracé les arrêts, donc on les a sollicités, et je vous remercie d'en parler, parce que c'est problématique, parce que ces arrêts sont très loin, ils sont en campagne, c'est au bord d'une départementale, c'est dangereux, il faut le reconnaître. Et l'arrêt de bus route d'Auguste, donc je me trouvais sur place par hasard. Et j'ai rencontré donc la personne, le représentant de la sécurité des cas armés, qui rentrait en même temps que moi sur l'insertion. Le bus s'arrêtait donc au bord de la route. Pourquoi? Parce que vous avez les parents qui sont au bord de la route. Donc ce monsieur est allé voir les parents, parce que là il y a quand même 4-5 gamins maintenant. Hein. Et il allait leur dire que l'arrêt de bus, il faut qu'ils aillent un peu plus vers le nord pour éviter qu'il y ait un accident au bord de la route. Ça fait partie des demandes que nous avons fait à la route. Donc ça c'est bon, ça va. Ensuite, alors, avenue Jean Jaurès, le numéro 3. Cette personne se plaint que le véhicule qui s'arrête pour faire des achats laisse les moteurs en marche. Vous avez eu un entretien avec cette personne et vous lui aurez répondu que si cela ne lui convenait pas, qu'elle pourrait retourner à Rocquemort. Super. Pourquoi ne pas mettre au sol une peinture avec un stationnement interdit uniquement? De plus, il s'arrête sur le passage piéton. Là, vous me répondez plus. Ah ben, je vais vous répondre ce que j'ai à vous répondre. C'est vrai que cette rue, la rue Jean Jaurès, pour ceux qui ne savent pas où c'est là où il y a le distributeur du Crédit Agricole, un tabac, un bar, donc il y a les sorties de bar, c'est bruyant, les gens arrivent, ils achètent leur pain de cigarette, ils laissent la voiture, ils déposent les enfants, machin, bon, c'est un lieu bruyant, qui est très compliqué. Ah, effectivement, j'ai été amené à échanger à maintes reprises avec cette personne, et les services de la commune également, et ce pour de bon nombreux sujets, bruit, incivilités, porte du local de la banque qui claque, passage piéton et d'autres choses. C'est vrai que c'est un lieu où il y a énormément de bruit. Comme cette personne le déplore, l'incivisme de certains qui ne respectent pas la réglementation ni le code de la route, hein, parce que vous savez, les gens aussi, on a réglementé, on a fait ce petit rond-point, on a essayé de couper la vitesse. Voilà, les gens ne respectent pas le code de la route
partout, mais en particularité dans ce quartier-là. Les désagréments ayant lieu majoritairement en fin de journée, souvent quand il n'y a pas la police municipale, sans pouvoir verbaliser, d'autant que les arrêts sont rapides. Parce que c'est de l'arrêt minute, même pire que minute, c'est seconde. Hein. On le voit. J'en appelle donc au civisme tout un chacun, hein, normalement, mais je me permets quand même d'ajouter que lorsque... c'est vrai que c'est un lieu qui est bruyant, c'est le lieu le plus bruyant de la commune. Et c'est vrai que quand on est sensible au bruit, c'est pas le lieu le plus calme du village. Je dirais même que c'est le plus bruyant. Donc voilà, c'est un lieu qui est très compliqué. Et avec les commerces de proximité, quoi qu'on fasse, ou alors se dire on ferme cette rue, on la rend piétonne. Voilà, on ferme et on se dit il n'y a plus de circulation, mais ça n'arrangera pas les affaires de nos commerçants, ça n'arrangera pas même les affaires des riverains qui veulent aller chez eux. Donc aujourd'hui, voilà, j'en appelle à du civisme, parce que on peut mettre attention, silence ou un marquage au sol supplémentaire. Non, mais l'arrêt minute un peu plus loin, c'est pas possible, devant la pizzeria, par là. Mais à ce niveau-là, l'arrêt minute, le vrai arrêt minute, on a créé un vrai arrêt minute qui est au niveau de la pharmacie. On l'a créé exprès. C'est bien précisé dessus, arrêt minute. Pour que les gens se disent, je m'arrête, je me gare là et je repars. Ils refont le tour du rond-point et ils repartent. Sur ce lieu-là, un arrêt minute, on peut le créer si vous voulez. Il y a l'arrêt des livraisons un peu plus loin, il y a un arrêt pour les cyclables, il y a une place handicapée. On peut, pourquoi pas, mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas pour cela que le mec, la personne va arrêter son moteur. Oui. Les nuisances, c'est le bruit. Ce n'est pas le fait que la personne stationne, même s'il est vrai qu'il y a des gens qui stationnent pas d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'on a déplacé les bacs, les jardinières, pour pas que les gens se gardent devant le bar en double fil. Oui, oui. On peut faire un arrêt minute silencieux. Vous pouvez contacter les gens et essayer de trouver une solution. Si ce reste que minimum, mais une solution. Oui, c'est comme... Parce que ça, il le ferait devant chez vous ou devant chez moi, hein. Je veux dire, le peu de cheveux que j'aurai, il serait comme ça. Mais je l'entends bien, c'est pour ça qu'on a voulu couper cette vitesse qu'il y avait. On a fait différentes choses. Maintenant, de marquer arrêt minute silencieux, s'il y a quelqu'un qui le respecte, eh bien, chapeau. Réunion de quartier, ça vous savez faire. Oui. Vous voyez les gens, ce que vous pouvez faire. D'accord ? On verra ce qu'on fera, on fait de notre mieux. Oui, mais ceux qui s'arrêtent, oui, c'est pas ceux qui habitent là, ceux qui s'arrêtent. La problématique, les riverains, que ce soit cette personne ou d'autres. Quand je vais chercher le pain, je me gare devant. Oui, mais Monsieur Benard. Quand je vais chercher les cigarettes, je me gare. Mais quand je vais au bureau de tabac, prendre le journal, parce que je me forme, Monsieur Benard, le problème, c'est pas les gens qui habitent. C'est les gens qui circulent. Oui, mais ça, je sais. Tout simplement, on peut faire une réunion de quartier, c'est pas pour cela qu'on aura moins de nuisances. Vous avez une solution entre vous à discuter. Oui, c'est le seul lieu hyper centre-ville du village. C'est là où il y a tout le monde, tous les commerces. Et encore, on a de la chance, on a tous les corps de métier presque. Quand vous allez faire votre maison médicale, regardez ce que vous pouvez pas faire, envoyer le commerçant par là-bas aussi, éventuellement. Non. Le pire, c'est de alors, on passe à Non, mais là, vous plaisantez, monsieur Benard. Je ne vais pas créer une galerie. Monsieur Benard, je ne vais pas créer une galerie marchande à cadeaux. On va laisser vivre nos commerçants. Bien. Alors, la question 3. Rue Saint-Michel, à la hauteur du numéro 18, il y a une plaque de télécom qui fait du bruit lorsqu'il passe des voitures. Merci de faire le nécessaire auprès des télécoms. C'est noté, on va les contacter, on a fait sur notre quartier. Je suis allé, moi, et puis je fais un quintalet. Je suis allé, hors taxe. Hors taxe. Je suis allé, j'ai sauté, elle ne bouge pas. Contre, je suis resté là, et des voitures sont passées, et on voit la plaque qui bouge un petit peu. Ouais, non, mais c'est noté, on va faire remonter l'information. Donc après, c'est la C. Panneau indicateur de l'image jaune. Cela fait plusieurs mois que nous avons fait une demande de faire remettre le panneau côté R17.
alors qu'il était facile de le mettre en même temps que celui que vous avez fait mettre. Vous avez sauté la question, j'étais en train de chercher. De la rue de Saint-Michel, vous avez oublié la route d'Émian. Oui. Alors revenez sur la route d'Émian. Allez, on y va. Route d'Émian. Suite à la réunion en mairie, donc dans le cadre du passage du vélo, nous avons eu une réunion le 22/3 2024, et dans lequel vous alliez voir avec les instances concernées, c'est-à-dire le département, le passage par le R17, et qu'il fallait attendre environ 3 mois pour avoir un retour. Qu'en est-il? Nous vous demandons, monsieur le maire, de faire retirer les panneaux de la commune sur Cadeau, puisque en plus vous êtes défavorable à ça. Voilà. Alors, l'engagement que j'avais pris auprès de vous la dernière fois, quand on avait dit 3 mois, c'était pour le schéma directeur. Rappelez-vous, on en avait parlé, c'est l'outil qui nous permet d'aller taper aux portes des financeurs. Donc ce schéma directeur, on a une prochaine réunion la semaine prochaine avec les différents services, départements et autres, et il sera voté avant la fin de l'année par le conseil communautaire. Voilà, ça c'est cet outil. Une fois cet outil fait, on va orienter nos investissements et on va aller voir les investisseurs en disant voilà. Et là je vous parle, c'est le paysage intercommunalité, hein. C'est pas que Caderousse, mais le projet de liaison Caderousse-Orange fait partie des différents projets de l'intercommunalité. Après on verra quels seront les projets que nous allons mettre en avant. Est-ce qu'il y aura tout de suite celui de Caderousse et d'autres? Ça je ne sais pas. Ce n'est pas encore décidé parce qu'on n'a pas voté le schéma directeur. Et de là, on verra. Après, en ce qui concerne les panneaux, non, on ne va pas les enlever. Je vous fais la même réponse que la dernière fois. Je ne veux pas mettre en insécurité les gens aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de cyclable sur la départementale. Et je peux vous dire qu'on n'a pas tant de cyclistes que ça. Il y en a, mais comme partout. Et vous savez qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir sur nos précédentes discussions, mais il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le vélo pour différentes raisons, par plaisir et aussi par économie. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on ne va pas enlever ces panneaux. Pour l'instant, c'est le... Voilà un peu pour votre question, monsieur. Donc je reviens à la C, là maintenant. Panneau indicateur de la Limageon. Donc, ce panneau il a été mis en place, il a disparu, comme le paraît le moulin. Et on en avait parlé déjà il y a pratiquement 2 ans de la remise en place de ces panneaux. Et à ce jour, il n'y a toujours rien. Alors que la Limageon, le moulin, il a été... Alors le moulin, il a été changé parce que vous nous aviez fait la demande. Limageon, on n'a jamais entendu parler. Ah, si. Ben, sortez ceci parce que j'ai demandé au service, parce que je peux vous dire, je ne vais pas gérer la demande de panneaux à la minute. On avait parlé de moulin, chose qu'on a fait, ça a été commandé, ça a été installé. Maintenant, on aurait eu Limageon, ça ne nous coûtait rien de commander un panneau Limageon et l'installer, surtout qu'en même temps, nous y sommes allés pour réinstaller l'autre panneau. Donc aujourd'hui, c'est noté et on va le faire. D'accord, parce que ça a été demandé. C'est noté, on va le faire. Et je l'ai écrit. Vous l'avez demandé à M. Jacquin. Rendu ce jour-là, puisqu'il était venu chez nous voir pour la mais monsieur Menin, vous allez c'est le faire, noté. c'est très gentil. Non, mais c'est pas gentil, c'est normal. On continue. La question 6. Alors, c'est le propriétaire du numéro 279 route de l'Orange. Ce monsieur, donc, merci de nous lire le courrier qu'il vous a adressé pour lecture du conseil municipal. Je vais le faire. Parce que ça a été sa demande, donc monsieur, je vais le faire. Donc c'est un courrier du 5 septembre, signé et daté du 6. Alors c'est une lettre ouverte au conseil municipal de Caderousse et à son maire. En réponse au courrier recommandé du maire datant du 20 mars 2024, je note premièrement que le terme endommagé est faux. Alors pardon, au numéro 279, je vais vous lire qui a fait ce courrier. C'est M. Roustan Jacqui, 279 route d'Orange à Caderousse. Puisque la haie végétale délimitant la partie sud de ma propriété privée, d'une hauteur environ de 2,50 m, a été complètement arrachée sur 21 mètres par la société Braja pour plus de commodité, en accord avec le chef de projet de la pomme et moi-même. Donc je vous dis bien, en accord, c'est souligné, hein, en accord avec le chef de projet et moi-même. Seule la haie végétale délimitant la partie nord de ma parcelle peut supporter ce qualitatif, car elle a subi un élagage sévère
afin d'installer leur coffrage en béton. J'ai dû par la suite payer à mes frais un paysagiste afin de terminer cet élagage inachevé, de façon à permettre l'installation d'une clôture métallique au nord, à mes frais, et autorisée par la POP, clôture semblable à celle de la partie sud, cette dernière payée et installée par la POP, j'insiste, payée et installée par la POP, devenant ainsi sa propriété. L'injonction par Monsieur le maire d'accepter le remplacement de ma haie sud par des variétés de végétaux de son choix sur mon terrain, dans ma propriété, sont d'une hauteur insuffisante de 1 mètre, qui ne couvre pas la clôture métallique, installée par la POP et qui ne convient absolument pas, car elle ne rend pas à ma propriété son indispensable intimité. Il faut, pour rendre acceptable le remplacement de cette haie des arbustes d'une hauteur entre 2,30 m et 2,50 m, cette clôture métallique mesure 1,30 m et le terrain naturel de cette parcelle se situant, lui, à 1 m en dessous. Le premier devis du paysagiste, M. Murat, espace vert, n'ayant pas reçu l'accord de M. le maire, veillez à en recevoir 2 autres dans l'entreprise, Chastan, et d'une variété de mon choix et de la hauteur conséquente. Sans suite favorable à cette deuxième requête sous quinzaine, je transmettrai ce dossier à mes avocats afin qu'ils réclament aux responsables de ce chantier d'intérêt public que la réparation de ces dommages soit à la hauteur du préjudice commis, invoquant par le Code général des collectivités territoriales la protection de nos propriétés privées, ne manqua pas de leur rappeler les investissements qu'il fut nécessaire de faire, et ceux à venir, pour maintenir la violabilité de ma propriété face à l'afflux de cyclistes et piétons que cette piste cyclable amène, et voir ainsi mes intérêts privés financiers anormalement impactés à cause de ces travaux d'intérêt public. Respectueusement, M. Roustan Jacqui, citoyen et électeur de la commune. Donc ça, c'est la lettre de ce monsieur. Et là, je vais vous lire la réponse que j'ai faite à ce monsieur, Caderousse, le 13 septembre 2024. Monsieur, j'accuse de bonne réception de votre courrier que vous m'avez adressé le 6 septembre dernier et par laquelle vous m'interpellez sur la situation de votre haie, 6279 route d'Orange à Caderousse. Parmi celles-ci, j'ai sauté une ligne. Les travaux de réfection de la route d'Orange réalisés par la communauté de communes des Pays d'Orange en Provence, en charge de la compétence, ont engendré la prise de certaines décisions. Parmi celles-ci, l'appréhension de votre haie. Afin d'obtenir l'alignement nécessaire pour la création d'une voie partagée, l'intercommunalité a demandé à l'entreprise de tailler votre haie pour permettre le respect de l'alignement de l'espace public. Cette taille importante a révélé la présence de branches et de bords morts dues à son ancienneté. Vous avez dès lors considéré que cette haie devait être abattue. L'intercommunalité et l'entreprise n'étaient pas favorables à ce choix. Cependant, je vous ai personnellement soutenu dans la démarche en validant l'arrachage. Depuis, vous n'avez de cesse de réclamer réparation du préjudice auquel vous n'êtes guère étranger. J'insiste sur le fait que la communication des photos jointes à votre courrier fait bien état d'une haie déjà bien éclaircie avant son arrachage. L'intimité évoquée plus loin dans votre courrier du 6 septembre était donc déjà limitée. L'intercommunalité a par courrier en date du 27 juin 2024 acté le principe d'une pose d'une clôture sur les murs en L, le long de la route d'Orange, tout en vous précisant le respect des 6 conditions, et la déclaration préalable de travaux vous a été accordée. Dans le même temps, vous sollicitez le remplacement des végétaux que vous avez vous-même souhaité voir disparaître dans le cadre de la conduite des travaux. La commune a accepté le fait de prendre en charge l'achat des végétaux pour la partie sud de votre parcelle.
Un devis a été produit par l'entreprise Braja le 13 mars pour 23 Ilianus et Benjay, excusez-moi pour mon latin, d'une hauteur d'1 mètre. Cette espèce de végétaux a la particularité de s'implanter facilement et rapidement dans des environnements comme le nôtre. Vous n'avez pas répondu à la proposition de la commune, mais vous nous avez sollicité à nouveau en demandant encore davantage. Vous joignez à votre courrier un devis pour la plantation de 26, alors c'est les mêmes arbres, d'une hauteur d'1,50 m. Par ailleurs, vous avez interpellé le service de l'urbanisme de la commune concernant les dispositions légales applicables en matière de végétaux et de distance par rapport aux clôtures. Une réponse vous a été immédiatement apportée. Aussi, je ne peux guère accepter la proposition tenue à mon encontre concernant le dédommagement que vous n'auriez pas eu. Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression, le maire, bien à vous, Christophe Régnier-Duval. Voilà, monsieur. Juste une question. J'ai répondu à votre question, j'ai lu le courrier. Oui. Voilà. Vous pouvez passer à la question suivante, s'il vous plaît. Allez. Donc, route des Miens. Non, on l'a fait, ça, la route des Miens. Non. Non. Ah oui, il y a 2 fois route des Miens, excusez-moi. Alors là, je viens à la parcelle ZL36. Je voudrais engager une action contre le propriétaire du terrain afin qu'il ne puisse pas avoir un pied à terre pendant les quelques jours de vacances et que vous avez l'intention de lui faire retirer le pont qu'il a mis sans demande. Monsieur Benin, comment voulez-vous que le maire accepte qu'on fasse un pont non déclaré pour faire une maison secondaire sur un terrain agricole? Non mais, attendez, soyons clairs, c'est un terrain agricole, c'est un terrain où il y a le PPRI du Rhône, il y a le PPRI de l'Aigle, vous voyez où c'est, il y a des riverains, il y a un pont qui est pas déclaré, pour, vous me dites, parce que je l'apprends, pour une maison secondaire peut venir l'été. Alors maison secondaire, caravane, non mais caravane secondaire, maison secondaire, mobil-home secondaire, monsieur Benat, je n'accepterai jamais l'installation de caravanes, de mobil-home, de maisons sur des terrains inondables. Je ne vais pas vous contredire. Donc, et de plus, avec un pont qui n'a pas été déclaré, il y a des obligations de déclaration. Et ça ne vous gêne pas que le monsieur qui est à 20 mètres, qui est au bout de la route de Maillard, a fait un pont pour aller dans ses lignes. Ça ne vous dérange pas et qu'il n'a rien demandé. Mais il y a eu des déclarations de fait sûrement à la CC Pro, mais je ne fais pas le tour de tous les fossés pour... Je vous demande de le vérifier. Monsieur, pourquoi l'un n'est pas l'autre? Alors, monsieur Benat, il n'y a pas de clientélisme à ce niveau-là. Si la personne qui a fait son accès à la vigne, il n'a pas déclaré, il le fera. Je ne fais pas davantage à qui que ce soit. Aujourd'hui, sur un terrain inondable, mais là c'est différent. Moi, l'agriculteur qui vient nous voir pour faire un pont, je l'adresse à la CC Pro, parce que c'est la CC Pro qui valide ceci. Mais par contre, l'agriculteur, c'est pour gagner sa vie. Ce n'est pas pour faire une maison secondaire non déclarée. Et ça va être une verrue pour la commune. Il faut qu'il accède à son terrain. Oui, mais monsieur, je ne refuse pas le pont. Je demande juste une chose, qu'on le déclare. Et, ben voilà. Et je demande aussi une chose, ce que vous avez mis là, pour venir en vacances l'été. Je suis désolé, monsieur Benat, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça, il y a une quinzaine d'années, qu'on a laissé faire. Maintenant, ils ont des procédures, ils sont à la rue complètement, et ce pas des procédures que j'ai menées moi, c'est d'autres, et ils ont eu des paroles qui n'ont pas été suivies. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont être à la rue. C'est une procédure judiciaire, c'est la loi. Donc aujourd'hui, je vous demande de respecter la loi. Les ponts sont autorisés. Une habitation sur un terrain inondable en zone agricole, c'est interdit. Et je peux vous dire, on a différents dossiers ouverts sur ce sujet sur la commune. Et je vous invite, si vous voyez des choses comme ceci, d'en informer. C'est la police du maire ou la police de l'interco quand nous sommes sur des ponts comme ça, mais d'en informer la commune pour qu'on puisse intervenir.
Eh bien, je vous informe que j'ai répondu à votre question. Le propriétaire du terrain démoli n'a pas fait la demande. Vous le convoquerez. Voilà. Alors attendez, Monsieur Benin, je ferai ce que je dois faire. Je n'ai pas de leçon à avoir de votre part. Parce que je ne vous demande pas de faire de la délation, donc je veux qu'on respecte la loi. Pourquoi vous me faites de la délation pour ce terrain-là et l'autre presque vous accepterez une maison secondaire? Le fait qu'il fasse une habitation, je suis d'accord avec vous. Ça, je n'accepterai pas non plus, c'est un terrain agricole. Et de ce fait-là, il ne pourra jamais le faire. Hein, d'accord? Par contre, c'est le fait qu'on lui fasse démonter le pont. Il faut bien qu'il accepte. Si demain il loue le terrain à un agriculteur, il faut bien qu'il l'accepte. Monsieur Benin, faites-lui faire. Qu'il ne puisse pas avoir un pied à terre pendant les quelques jours de vacances. Vous m'écrivez un pied à terre. Je vous dis ce qu'on m'a dit. Mais voilà. Je vous demande de vérifier, on est un conseil municipal, vérifiez vos sources, monsieur Benin. Attendez, un pied-à-terre sur un terrain inondable. Le pont, vous avez raison, le pont, il faut le déclarer, et toute personne qui crée un pont doit le déclarer. C'est une obligation. Allez, la 8, place Joseph Guilla. Donc les riverains, ça on en avait déjà parlé, les riverains de cette place souhaitent avoir une place handicapée. Cette demande avait déjà été faite. Hein. Voilà. Alors, c'est un dossier qui date, je le reconnais. C'est une toute petite place où il y a eu à un moment donné 2 places de stationnement, mais il y avait une gêne de circulation. Un élu par le passé m'avait conseillé de faire qu'une place en diagonale, chose qui a été faite. Au niveau des places handicapées, on a des places à proximité qui ne sont pas si loin que ça. C'est la place sur la place Alexandre Blanc. Il y a une place aussi au niveau de la place de l'église. Là, le problème, c'est que si on crée une place handicapée, là, on a d'autres riverains qui veulent aussi se garer. C'est très compliqué à aménager. Mais je ne suis pas si loin. Et effectivement, on peut arriver à voir s'il y aurait 2 places seulement, il y a des traits dans tous les sens. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je veux dire, si on c'est un jeu de dames. Il y a des traits comme ça, il y a des traits comme ça. Non, mais vous avez raison. La question se pose. J'ai répondu à toutes vos questions. La première demande avait été faite quand même le 22 septembre 2022. Ça, c'est le procès verbal. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À très bientôt. Merci à vous.